Donc ce soir, pour cette 14e session du Book Club, on va aborder la suite du chapitre sur l'architecture. Voilà, donc ce chapitre architecturé qui commence à la page 59 du livre. Et donc la dernière fois, on a parlé de la posture qu'on adopte pendant la phase d'architecture, à savoir une posture de consultant. Et ce soir, nous allons parler des fondamentaux d'architecture, c'est-à-dire le menu, les recettes et les ingrédients. Donc, c'est une partie qui est assez dense. On va s'intéresser aux pages. Ah, je vais couper mon téléphone qui fait du bruit. Hop. Aux pages 62 à 69 du livre. Voilà, c'est vraiment une partie essentielle parce que notamment, on va s'intéresser au flow. On va parler du flow ce soir. Et alors, c'est hyper structurant. C'est hyper structurant dans le design de séminaire, quoi. Donc, je vais, comme d'habitude, partager mon iPad de façon à pouvoir lire et surligner en même temps. Hop, par AirPlay, je partage. Voilà. Je vais copier l'écran. Et normalement, aux magies de la technologie, vous devriez avoir maintenant les pages du livre. Voilà, donc je vais lire. Donc, je rappelle, on est dans le chapitre sur l'architecture, c'est-à-dire toute cette partie où on a à la fois bien compris le besoin du dirigeant et de l'équipe qui est accompagnée, ou du leader et de son équipe. Et donc, on a fait tout ce qui est cadrage, donc les zones 1 à 5 du Canva, à la fois l'enjeu, le point de départ, le point d'arrivée, la zone d'ennui, la zone d'angoisse. Et on s'intéresse maintenant à la partie centrale, c'est-à-dire la zone 6 du Canva, qui est en fait la façon dont on va amener l'équipe du point de départ au point d'arrivée. Voilà, donc je vais parler de plusieurs concepts, à commencer par, alors attendez, fondamentaux d'architecture, c'est ici que ça commence, voilà, donc on est page 62, et dans ces concepts essentiels du design de séminaire que sont le menu, la recette, les recettes et les ingrédients. Donc, ces trois concepts sont assez simples. Ils sont effectivement inspirés d'une métaphore culinaire. Et donc, dans un menu, on trouve des recettes. Voilà, et les recettes sont elles-mêmes utilisent des ingrédients. Donc, c'est ce chaînage voilà, qu'on voit ici. Ingrédients, hop là, on met les ingrédients dans une recette et dans un menu. C'est-à-dire un déroulement de séminaire, on trouve différentes recettes. Si j'avais utilisé un jargon un peu plus technique, un peu plus techno, on pourrait dire, voilà, le designer de séminaire construit un déroulement avec des séquences elles-mêmes composées de techniques de base. Tout ça, c'est synonyme. Déroulement, c'est le menu. Séquence, c'est les recettes. Et technique de base, c'est les ingrédients. OK ? Mais comme j'indique en dessous, ça n'aurait pas rendu compte d'une dimension artistique et créative. Et du coup, je me suis vraiment retrouvé très inspiré par le registre culinaire et j'y pense souvent. Le design de séminaire, ce n'est pas une mécanique froide, mais il s'agit bien de construire, de designer le temps que les gens vont passer ensemble. Donc, si on creuse un peu cette métaphore culinaire, construire un séminaire, c'est un peu comme préparer un repas. Voilà, on a une occasion particulière. Ce n'est pas la même chose de faire un repas de mariage que de faire un dîner en semaine qui se termine à 23 h parce que tout le monde a envie de se coucher tôt. Donc, ça dépend de l'occasion et des convives. Et donc, on va chercher à composer un menu équilibré avec des recettes composées d'ingrédients de qualité. Donc, c'est quand même très simple cette affaire. Le menu, c'est le déroulement d'ensemble du séminaire. On veut qu'il soit à la fois logique, qu'il soit cohérent, qu'il soit équilibré, qu'il soit digeste et qui permette d'atteindre les objectifs en respectant l'énergie du groupe. On rentrera plus tard dans les caractéristiques d'un bon menu. Les recettes, c'est différentes séquences de travail. C'est des séquences, voilà. C'est des bouts de séminaire, si on prend l'échelle de temps. Et ces séquences peuvent être de nature très variée. Elles peuvent être participatives ou pas du tout participatives. Elles peuvent être très formelles ou très informelles. Voilà, et parfois il s'agit de réfléchir, parfois il s'agit d'élaborer, parfois il s'agit d'échanger, parfois il s'agit de créer, parfois il s'agit de s'approprier. Bref, il y a vraiment une multitude de possibilités.
Et enfin, les ingrédients sont des techniques de base qu'on assemble pour composer une recette. Et je m'attarde un peu sur les ingrédients parce que autant sur les recettes, on trouve beaucoup de littérature, hein, beaucoup de bouquins. Alors, je dessine une boîte à outils. Hein, alors, vous allez avoir la boîte à outils des ateliers. Voilà, pour dessiner une petite boîte à outils. Okay, donc, il y a vraiment beaucoup d'ouvrages, beaucoup de littérature sur ce qu'on peut faire dans un séminaire, sur des techniques, sur des processus de travail. Par contre, les ingrédients, ça, vraiment, je crois que c'est vraiment ma découverte, entre guillemets. En tout cas, c'est vraiment l'objet d'une recherche dans le design de séminaire. C'est essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui fait que tel ou tel processus fonctionne bien? Et est-ce qu'il n'y a pas des choses en commun qu'on retrouve dans différents processus et qu'il est utile de nommer parce qu'en les nommant, on peut les réutiliser et construire de nouvelles recettes en fonction des circonstances. Donc, cette intelligence de ce qu'il y a derrière les processus me semble vraiment clé, parce qu'au fond, notre travail en tant que designer de séminaire, c'est en permanence d'inventer de nouvelles recettes qui sont adaptées à la situation. Voilà. Alors, je reviens sur la métaphore culinaire pour dire que une autre raison du choix de la cuisine comme métaphore pour le design de séminaire, c'est que en fait, la cuisine, c'est infini. Personne ne peut prétendre avoir rassemblé dans un ouvrage toutes les recettes du monde entier. Et de même que je ne prétends certainement pas dans concevoir et animer un séminaire et dans d'autres ouvrages à venir, avoir écrit tous les processus du monde entier. Il y a une infinité de processus de travail. Et réunir des gens, faire travailler des gens, faire réfléchir les gens ensemble peut se faire d'une infinité de manières, même s'il y a des best-sellers. Voilà, il y a certaines recettes qui sont extrêmement diffusées. Voilà. Les chefs ne cessent d'inventer de nouvelles recettes. Voilà. Et donc, comme en cuisine, le designer de séminaire est ouvert. Le design de séminaire est ouvert à tous, du débutant au chef étoilé, peut-être. Ouais, c'est ce que j'explique ici. Un enfant de 5 ans fait déjà des recettes. Et moi, j'aime bien dire qu'au fond, il n'y a pas besoin d'avoir. Enfin, voilà, toute personne qui est en charge d'animer un groupe est capable d'animer un processus. Alors voilà, il y a des processus qui sont plus accessibles que d'autres, de la même façon que faire un œuf sur le plat est plus accessible que de faire des œufs en meurette. Voilà, en cuisine. J'aime beaucoup les œufs en meurette. Comme en cuisine, donc, le design de séminaire offre un large espace de créativité. On invente en permanence des nouvelles modalités de travail. Comme en cuisine, le design de séminaire fait appel à des techniques rigoureuses qu'il s'agit de maîtriser pour être pleinement créatif. Donc ça, j'insiste là-dessus. Hein. Il y a de la technique. Pour moi, c'est un art, mais il y a de la technique. Et c'est important de maîtriser la technique pour être pleinement créatif. J'ai donné un exemple. Par exemple, en ce qui concerne le fait de donner une instruction. Le travail sur l'instruction est vraiment techniquement très important. Une chose que je dis en formation en design de séminaire, c'est on donne une instruction aux participants au moment où elle est exécutable et donc au moment où les participants sont en situation de réaliser l'instruction. Une seule instruction à la fois au moment où les participants sont en mesure de l'exécuter. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'à contrario, on ne donne pas toutes les instructions d'un processus en avance en leur disant « vous allez commencer par faire ceci et puis ensuite vous ferez cela, ce qui nous permettra après de faire ça ». En fait, on perd les gens. Très vite, on perd les gens. Donc, une instruction à la fois au moment où les personnes sont en mesure de l'exécuter. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que voilà, vous avez animé une séquence. OK, là, les gens vont avoir quelque chose à faire quand ils se seront déplacés pour se retrouver en sous-groupe. Je déplace les gens en sous-groupe, puis je leur dis ce qu'ils ont à faire. Vous voyez, un exemple de technique. Et ça, c'est vraiment le fruit de l'expérience d'avoir métabolisé ces techniques. Alors, on va maintenant regarder ces 3 niveaux d'architecture, donc la recette, le menu, pardon, puis la recette et enfin les ingrédients. Alors, le menu. Donc, pour le menu, le concept clé, c'est l'escalier de flow. C'est ça qu'il faut retenir. Donc, est-ce que le séminaire fonctionne quand on sera en situation, en fait, il suffit de regarder les gens pour se rendre compte que ce qu'on a prévu de faire fonctionne ou ne fonctionne pas, et notamment avec un indicateur qui est l'implication. Est-ce que les gens sont concentrés? Est-ce qu'ils sont dedans? Est-ce qu'ils sont mobilisés? On ne cherche pas dans un séminaire à créer de la passivité, on cherche à créer de l'implication.
Okay, ça ne veut pas dire que parfois, il n'y a pas des séquences passives, mais on veut que les gens soient impliqués dans un processus qui les amène du point de départ au point d'arrivée visé. Il y a un concept qui décrit très bien ça, c'est le flow. Et donc, du coup, je vais faire une petite passe théorique sur le flow qui pourrait vraiment nécessiter une journée entière de formation. Donc, le flow, ça a été théorisé, découvert par un monsieur très intéressant qui s'appelle Mihaly Csikszentmihalyi. Je crois que je ne suis pas très loin de la façon de le prononcer. Donc, il a écrit un bouquin qu'il faut vraiment lire. Ça fait partie, à mon avis, des choses que tout consultant, tout accompagnateur devrait lire absolument. Enfin, il y en a même deux, des bouquins. Il y en a un premier qui s'appelle « Vivre », tout simplement, et le deuxième qui s'appelle « Mieux vivre ». Ma recommandation, c'est de les lire dans cet ordre-là. Qu'est-ce que le flow? C'est un état de très grande concentration, de totale absorption dans une activité, à tel point que toutes les autres préoccupations s'évanouissent. Donc, il y a des moments où le temps s'envole, on disparaît un peu, on est totalement concentré sur ce qu'on fait, tout ce qu'on fait s'enchaîne naturellement, et l'être entier est impliqué entièrement dans ce qu'on fait. Alors, c'est quelque chose qu'on expérimente notamment pour les gens qui font du sport dans l'exercice de leur activité sportive, quand elle est à un niveau de challenge qui soit accessible, mais exigeant, et pour les musiciens, ou même pour quelqu'un qui fait, ou pour les artistes en général. Voilà, l'expérience du flow, on la comprend très bien. C'est au moment où je suis concentré en train de faire quelque chose qui mobilise pleinement mes compétences face à un défi, qui me sollicite, qui sollicite mes compétences et qui reste atteignable pour moi, mais qui est suffisamment élevé pour solliciter mes compétences. Voilà, c'est ce qui est décrit un peu ici, hein, sur les joggers, les musiciens, tous les praticiens d'autres disciplines recherchées pour elles-mêmes. Sinon, c'est donc pour la sensation qu'elles procurent. C'est les activités autotéliques. Donc, état intense de concentration, de mobilisation complète de ses capacités de plénitude, provoquée par l'activité exercée à un juste niveau de défi, élevé mais atteignable. Voilà, je ne m'attarde pas trop sur les travaux de Mihaly, mais comment ça s'applique en dizaines de séminaires. En fait, pour maintenir un état de flow, on va faire cheminer un groupe dans un optimum qui se situe entre la surutilisation et la sous-utilisation des compétences du groupe. Et donc, si les compétences sont sous-utilisées, les gens vont s'ennuyer. Si elles sont sursollicitées, c'est-à-dire si ce qu'on leur demande de faire est trop difficile, on va générer de l'angoisse. Ce qui nous ramène au canevas, qu'on a vu très largement dans la première partie de l'ouvrage. Et c'est pour ça qu'on a exploré zone d'ennui, zone d'angoisse. Donc, notre ligne de crête, elle se situe entre l'ennui et l'angoisse. Qu'est-ce qui provoque de l'ennui? Qu'est-ce qui provoque de l'angoisse? Ici, c'est la compétence qui est sollicitée. Et ici, c'est le défi face auquel le groupe se trouve. Et donc, c'est un peu compliqué à expliquer cette partie, hein, parce que vraiment chaque mot a été choisi. Donc, on a des séquences qui s'enchaînent logiquement et qui vont construire de la compétence chez les participants avec une conception du terme par compétence qu'il faut entendre vraiment au sens large. C'est-à-dire, on va construire du savoir, du savoir-faire, du savoir-être qui permet d'agir dans un contexte donné. Et donc, d'une certaine manière, en fait, dans l'escalier de flow, donc ça c'est la progression du séminaire, hein, zone de départ, zone d'arrivée, en fait, on va chercher à naviguer dans cette zone où je vais solliciter les compétences des participants, que ce soit des compétences qui précédaient au séminaire ou que ce soit des compétences construites pendant le séminaire. Donc, je vais essayer de solliciter ces compétences sans que les gens s'ennuient. Donc, les gens s'ennuient s'il se passe ceci, vous voyez. C'est-à-dire que voilà, les séquences, c'est pour ça qu'on présente souvent les séquences sous forme de marche. Les marches ne sont pas assez élevées. Ce qu'on demande aux gens est trop facile, ou alors voilà, ça ne sollicite pas tellement leurs compétences et ils s'ennuient. Par exemple, écouter assis dans un amphi des explications de quelqu'un dont on n'aura pas à faire quoi que ce soit, très vite on s'ennuie, quoi. Même si le cas est passionnant.
Donc, ma compétence est peu sollicitée. Voilà, j'ai une compétence d'écoute, mais au fond, elle n'est pas tellement challengée. On ne vérifie pas que j'écoute. Enfin, voilà, donc je m'ennuie. A contrario, si on me demande des choses trop sophistiquées, je vais être angoissé. Alors, ça ne va pas forcément se voir, mais je vais être perdu. Me dire, mais attends, qu'est-ce qu'on attend de moi? Comment je peux apporter quelque chose dans ce truc-là? Est-ce que j'ai la compétence pour intervenir? Voilà, donc, cette phrase est hyper importante. Retenez qu'il s'agit de concevoir le séminaire comme une succession de défis accessibles par le groupe, permettant de construire progressivement des compétences utiles pour le groupe et qui lui permettent in fine d'atteindre son objectif, c'est-à-dire d'arriver dans cette zone dite d'arrivée. Okay, donc la phrase est un peu compliquée, mais dans les exemples, ça se comprend bien. Alors, je ne vais pas parler du petit encart sur les jeux vidéo qui permettent de comprendre le flow, mais je vais continuer justement mon flow à moi, là, parce que ce n'est pas très facile à expliquer, donc je suis assez concentré, vous voyez. Et donc, parfois, les participants ne réaliseront qu'à la fin du séminaire la cohérence entre le chemin et l'objectif. L'important, c'est de ne pas les avoir perdus en route. Ils n'ont pas forcément besoin de savoir à chaque instant pourquoi est-ce qu'on leur demande de faire ça, qu'est-ce qui justifie qu'on leur fasse ça, qu'est-ce qu'on va faire derrière. Ce qui est important, c'est de ne pas les perdre en route. Et si à la fin du truc, ils disent « Ah, je comprends pourquoi on est passé par toutes ces étapes », eh ben, c'est très bien, du moment qu'on ne les a pas perdus. Voilà. Donc, construction de compétences utiles et partagées, ça c'est vraiment intéressant de voir un séminaire comme étant un temps où certes on fait passer les gens du point A au point B, zone de départ, zone d'arrivée, mais on fait ça en construisant des compétences utiles pour le groupe et partagées, c'est-à-dire des compétences dont tout le monde dispose. Et donc l'objectif, du coup, vous voyez, en fait on produit de la compétence plutôt que quelque chose, plutôt qu'un objet exogène par exemple. Par exemple, un plan d'action ou je ne sais pas quoi, même si je n'ai rien contre les plans d'action, je le dis souvent, mais quand même. Mais vous voyez, l'objectif, c'est de faire monter la capacité du groupe à relever ces défis en construisant des compétences partagées. Comme je dis ici, ça a tout de même une autre allure. J'étais assez content de cette phrase. Voilà, alors ça, c'est un exemple de démarrage dans le flow. Vous voyez, par exemple, un des participants qui arrive. Alors, c'est pour illustrer le concept des marches. Qui est très utilisé dans les menus. Donc, menu, c'est des marches, c'est un escalier de flow. Et ça, c'est une façon de faire qui est censée mettre le groupe sur des bons rails et les mettre dans le flow d'entrée de jeu. Vous voyez. Donc, il y a plein de façons de lancer un séminaire, mais là, c'est un exemple en 3 marches et en illustrant en quoi ça construit des compétences utiles pour le groupe, parce que je me rends compte que ça, c'est vraiment pas très facile à comprendre. Alors, exemple, le mot d'ouverture du leader, vous voyez, qui est ici, première marche, qui présente la raison pour laquelle le groupe est réuni, l'objectif du séminaire, l'état d'esprit dans lequel il souhaite que la journée se déroule. Et en faisant ça, on crée une compétence qui est la connaissance du terrain de jeu, c'est-à-dire qu'est-ce qui est attendu et qu'est-ce qui ne l'est pas. Est-ce qu'il est attendu de ma part que je fasse preuve d'une très grande créativité et que je n'hésite pas à dire tout ce qui me passe par la tête, ou est-ce qu'il est attendu de ma part que je ne fasse que réagir à des questions extrêmement précises, par exemple. Voilà. Ensuite, une deuxième étape, c'est tout simplement faire un tour de réaction des participants, c'est-à-dire demander à chacun d'exprimer son état d'esprit, la contribution qu'il pense être en mesure d'apporter à la journée, et ses interrogations et appréhensions, par exemple. Là, la compétence qu'on crée dans le groupe, c'est la connaissance de l'état du groupe, une perception de la façon dont il se situe par rapport à l'objectif qu'on s'est donné, qui a été présenté par le leader. Et ça, c'est une compétence créée pour le leader, pour l'animateur et pour chacun. C'est une connaissance. Tiens, on est là, l'objectif est là, on est là, il n'y a pas d'appréhension. Voilà, ok, ça va bien se passer. Ou alors, waouh, il y a plein de gens qui sont loin, qui disent qu'ils n'ont pas eu le temps de réfléchir, qu'en fait, ils débarquent un peu, puis ils ont plein d'autres sujets de préoccupation. Ça ne va pas être forcément facile de garder tout le monde dans la barque. Donc, c'est une compétence. Cette connaissance est une compétence. Et puis enfin, le cadre de travail. Voilà, donc dans mon exemple ici, une recette qu'on utilise souvent qui s'appelle les 4D, qui est plus loin dans le bouquin. Là, le facilitateur propose au groupe des lignes de conduite permettant de bien dialoguer dans les différentes séquences de la journée et s'assure de l'adhésion de chacun à ce cadre. La compétence qu'on crée, elle est essentielle, c'est l'espèce de kit qui permet à chacun
et à tous de travailler ensemble et d'avoir des échanges homogènes et fluides. Voilà, donc on crée de la fluidité dans le groupe avec un cadre partagé. On sait que c'est comme ça qu'on agit entre nous. Voilà. Je vais te donner un exemple tout bête. Imaginons que dans le cadre, dans ce cadre de travail, il y ait le fait de dire quand vous aurez quelque chose à faire dans un temps donné, on vous projettera toujours un compte à rebours à l'écran. Comme ça, vous serez autonome dans la gestion de votre temps. Moi, participant, si on me dit ça, je sais qu'il faut que je regarde de temps en temps le compte à rebours pour savoir combien de temps il me reste dans le petit travail que j'ai à faire en sous-groupe. OK? Et du coup, ça crée de la clarté, de l'aisance, de la fluidité. Voilà. Alors, l'escalier de flow, je ne me souviens plus complètement jusqu'à quelle page je vais, mais si quelqu'un peut m'aider à ça, je crois que je vais Tu as jusqu'à la annoncé 69. 69, ouais, 69, ouais. Ouais, il me reste pas mal, mais j'ai déjà dit beaucoup de choses. Le reste, il faudra le relire à froid. Donc, parce que j'ai pris de l'avance. Alors, sur l'escalier de flow, j'en ai déjà parlé en fait. Alors, chaque marche doit être bien proportionnée. Si la marche est trop haute, le défi est trop élevé, c'est décourageant ou tout simplement bloquant. Si la marche est trop basse, le défi est insuffisant, c'est ennuyeux et démobilisateur. Et on perd de l'énergie. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est les caractéristiques des marches, les 5 caractéristiques des marches. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est une bonne façon de passer au crible les marches. Première caractéristique, il faut s'interroger pour savoir si ma marche est accessible. Qu'est-ce que ça veut dire accessible? C'est qu'elle s'appuie sur les compétences disponibles. Okay, les gens ont la compétence pour faire ce qu'on leur demande, y compris de la compétence qu'on vient de créer. Okay, dans une marche précédente. Deuxième question, est-ce que la marche est impliquante? Qu'est-ce que ça veut dire impliquante? C'est qu'elle constitue un défi, en fait. Un défi avec des grosses guillemets. Okay, bien proportionné, qui sollicite les compétences des participants au juste niveau. Donc, il faut que ce soit suffisamment difficile. En début de séminaire, il ne faut pas faire des choses trop difficiles. Il faut que les gens rentrent dedans, quoi. Un peu comme un échauffement quand on fait du sport. Ensuite, il faut qu'elle soit logique. Qu'est-ce que ça veut dire logique? Il faut que la marche fasse partie d'un cheminement vers l'objectif pour passer du point de départ au point d'arrivée. Même si le groupe ne réalise cet aspect logique, il ne le réalise parfois qu'a posteriori. Okay, la troisième chose, c'est que c'est bien qu'elle soit apprenante, c'est-à-dire qu'elle produise des compétences supplémentaires qui seront nécessaires par la suite du séminaire, et souvent d'ailleurs au-delà du séminaire. Et enfin, réaliste, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment une caractéristique que j'ai découvert beaucoup plus tard. Il faut qu'elle soit réaliste au sens où elle consomme une énergie qui est effectivement disponible dans le groupe à ce moment particulier du séminaire. On peut avoir quelque chose qui est très logique, impliquant, apprenant et accessible, mais qui demande une énergie dingue, qui se situe en début d'après-midi, et du coup, on sait que ça n'a pas fonctionné, parce que les gens viennent de déjeuner, qu'il faut un redémarrage en douceur. Donc, l'énergie n'est pas là. Voyez, ou en fin de journée à 18h quand les gens sont crevés. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important, ces 5 caractéristiques. Donc, pour résumer, l'escalier de flow est une construction logique et impliquante pour passer du point de départ au point d'arrivée en construisant des compétences partagées. Voilà. Si on devait retenir une espèce de définition de l'escalier de flow, je pense que ce serait celle-là. Seulement voilà, l'escalier de flow est très consommateur d'énergie car les ressources des participants ils sont fortement mobilisées. Et donc, c'est l'énergie du groupe, c'est ce dont je viens de parler. Donc ça, j'ai essayé de le matérialiser comme ça. Pas très facile parce que c'est un paramètre qui vient se superposer en fait. Le flow, ça fatigue. C'est ce qui fait qu'un indicateur de réussite des séminaires, c'est on sort du séminaire, les gens disent « Waouh, j'ai pas vu le temps passer. Ce qu'on a fait, c'était vraiment pertinent et je suis quand même assez fatigué. » Ça fatigue de réfléchir comme ça. Moi, cette petite phrase, vous voyez, quand même, ça fatigue de réfléchir comme ça. Ça, pour moi, c'est un bon indicateur. Donc, on a fait quelque chose d'utile, on n'a pas vu le temps passer et c'était fatigant. On en sort fatigué. Voilà. Elena, tu me demandais si parfois j'avais des prises de conscience. En voilà une. 3 indicateurs d'un séminaire réussi, des choses qu'on peut observer chez les participants. L'énergie est fluctuante, elle est consommée par le flow parce que c'est un état particulièrement fatigant, ça suppose une grande concentration.
ça se recharge, hein, l'énergie, mais malgré tout, ça diminue au long d'une journée. Donc, c'est ce que j'ai voulu ici représenter en montrant, bah, voilà, on est en démarrage, alors l'énergie n'est pas tout à fait là, on fait monter l'énergie, puis on a un processus qui est particulièrement exigeant, qui consomme de l'énergie, paf, voilà, là on fait une pause, ok, on fait une belle pause, demi-heure, paf, on repart, ok, on a un processus exigeant, paf, on arrive, ok, on déjeune, vous voyez, donc ça fait comme ça quand même, ça fait à peu près ce schéma-là. Donc c'est important d'avoir une conscience de comment ce qu'on fait faire aux participants, comment ça se traduit en termes d'énergie. Donc, si on superpose, bah, vous voyez, on comprend qu'il faut intégrer le paramètre de gestion d'énergie dans la construction de l'escalier. Et je n'ai pas vraiment de schéma à proposer, hein. Juste le fait que j'ai mon escalier et j'ai l'énergie, et on pourrait dessiner la courbe de l'énergie telle qu'on la voit fluctuer dans la journée en fonction des séquences. Je dois dire que je fais pas ça, je l'ai un peu intuitivement. Vous voyez, dans l'illustration, là, la première marche fait monter le niveau d'énergie du groupe. Hop là, donc c'est pas la séquence de démarrage dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, c'est juste pour illustrer. Donc là, hop, j'ai une séquence qui crée de l'énergie. Pouf, cette énergie, j'utilise pour une séquence particulièrement consommatrice d'énergie. Et donc, il vaut mieux que la troisième séquence, elle ne me demande pas trop d'énergie, sinon ça va être compliqué, quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'escalier de flow est vraiment un outil à la fois d'architecture, mais on le retrouvera dans le chapitre sur la facilitation, sur la posture d'animateur. Parce que quand j'anime un groupe, je me pose toujours la question de savoir s'ils sont dans le flow. Et parfois, ils sont plus dans le flow juste parce qu'ils sont crevés. Et un bon réflexe, c'est de dire, attendez, on n'aurait pas besoin d'une bonne pause pour s'oxygéner. Là, vous voyez les gens qui font tous fouiller de la tête. Voilà, on va avancer la pause. Elle était prévue dans 3 quarts d'heure, mais on va la faire maintenant. Il ne faut pas hésiter à faire ça, évidemment, pour restaurer l'énergie. Voilà. Hop là. Alors là, j'ai un exemple concret. Je vais pas le détailler, je crois. Je ne vais pas le détailler parce que c'est un peu long. Vous pourrez le lire. Vous voyez, mais c'est un exemple sur un travail de vision partagée avec un codir, avec des questions qui sont un peu trop vertigineuses et qui font augmenter l'angoisse. Vous voyez. Donc ça, c'est un escalier qui serait qui pêcherait par, par des marches trop hautes. A contrario, toujours la même situation client, avec des marches trop basses. Vous voyez, donc là, je décris différents processus qui se succéderaient les uns avec les autres et qui créeraient de l'ennui parce que c'est trop long, on ne progresse pas et finalement on finit par s'ennuyer. Et puis une troisième version qui se veut un optimum. Voilà. Alors, tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec ça, mais en tout cas, c'est basé sur un exemple réel de travail de vision avec une équipe dirigeante. Voilà, je vais arrêter de partager mon écran. Voilà, et je crois que je vais m'arrêter là pour la partie descendante. On va pouvoir passer aux questions-réponses. Juste avant ça, la prochaine fois, nous serons page 70 de l'ouvrage et on travaillera sur les recettes, qui est le deuxième des 3 fondamentaux d'architecture qui sont dans ce chapitre.